Protéger les océans, c'est aussi évidemment protéger les espèces qui y vivent et qui s'y développent. Nous avons parlé avec Jean-Louis Etienne du krill, nous allons pouvoir parler des algues, des coquillages, des poissons. Il est essentiel pour garder cette mer nourricière qui nourrit la planète depuis des millénaires de se pencher sur cette exploitation des ressources, de lutter contre les captures accidentelles, de limiter la capture des cétacés également. Et nous allons aussi voir comment est-ce que ces espèces peuvent être bénéfiques pour tout l'équilibre global. Le plancton absorbe beaucoup de CO2, mais aussi les coquilles de certains coquillages. Donc il est essentiel de préserver ces ressources. Et nous allons pouvoir voir un premier exemple de ressources et de gestion de la ressource responsable avec l'entreprise située dans le Nord Finistère, Aliotis, qui nous présente son élevage d'ormeaux et d'algues. France Aliotis a été créé en 2004. On s'est implanté sur les bords de la Berverac, donc au nord de Brest. France Aliotis, c'est un élevage d'ormeaux. L'ormeau, c'est un animal qui est endémique de la Bretagne. C'est un gros escargot qui va brouter des algues. France Aliotis était le premier élevage d'ormeaux de Bretagne. En fait, nous maîtrisons la reproduction de cet animal. Alors, l'élevage de l'ormeau en pleine mer, en fait, consiste essentiellement à maintenir les ormeaux dans des casiers d'élevage qui sont immergés à l'entrée de la Berverac et à leur amener des algues qui vont nous servir de fourrage pour ces animaux. Et l'ormeau va consommer des algues qui sont les mêmes que les algues qu'on utilise dans l'alimentaire. Alors depuis la création de l'élevage, le fourrage était récolté sur les berges de la Berverac et puis des environs, donc dans les champs d'algues qui sont présents en grande quantité ici localement. Et en fait, au fil des années, on s'est rendu compte que la pression sur ces algues de rive a augmenté. Et donc, il y a environ 3 ans, on s'est intéressé à la culture des algues. Jusque-là, les ormeaux étaient nourris avec du fourrage qui était sauvage, qu'on cueillait dans le milieu naturel. Et aujourd'hui, on a 2 alternatives à ces fourrages sauvages. C'est la culture des algues en mer, donc culture sur filière, et 2, la culture des algues en bassin, à terre. Ça va être des algues beaucoup plus petites et beaucoup plus fragiles qu'on va cultiver en bassin, mais qui vont avoir des qualités nutritionnelles particulièrement intéressantes. Donc en fait, les algues de culture ont la particularité d'être particulièrement propres. Alors si je prélève des algues ici dans ce bassin, on va avoir du kombu royal qui a été produit en écloserie d'abord et qui va se développer, et on va avoir des plantules qui vont être particulièrement qualitatives. On est aussi en mesure de cultiver d'autres algues, je pense à la dulce, qui est une algue qui est particulièrement convoitée. La dulce, en fait, c'est une algue de rive qui est assez fragile, et l'avantage de l'avoir en bassin, c'est qu'on peut la maintenir dans les conditions optimales. Alors les algues, on les cultive depuis très longtemps, c'est la base de l'élevage de l'ormeau, mais depuis quelques années on les cultive en plus grand volume, et l'enjeu aujourd'hui de la culture des algues, c'est de passer à des échelles bien supérieures pour pouvoir faire des économies d'échelle et puis rendre ces cultures beaucoup plus durables, donc économiquement viables, mais également faire des économies sur l'énergie et sur tous les intrants en fait de ces cultures. Sinon en fait on ne pourra jamais en vivre. Merci. Nous nous retrouvons après ce témoignage sur l'exploitation responsable des ressources biologiques marines. Merci de nous rejoindre. Philippe Legal, vous êtes président du Comité national de la conchiliculture. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et à vos côtés, Frédéric Mosca, vous êtes responsable de la division Sonar d'X-Blue. Nous allons voir en quoi vous avez des activités sur la pêche. Merci d'être là. Nous avons pu voir avec ce sujet à quel point les espèces et les algues sont des ressources fragiles et délicates. Vous, de votre côté, Philippe Legal, l'océan, c'est votre lieu de travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau de cette One Ocean Summit, ce que vous attendez comme décision pour protéger ces espaces qui sont vos lieux de travail? Effectivement, c'est notre lieu de travail principal, et nous, on y fait attention parce que c'est primordial, la qualité de l'eau, l'espace dans lequel on est. Et donc, on est très dépendant
des gens qui nous entourent, et notamment des bassins versants. Une pollution à terre peut être dramatique pour un élevage. Dramatique pour nous. Donc c'est pour ça qu'on était très vigilants, on faisait très attention. On surveille énormément le milieu marin parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs réseaux d'analyse qui sont faits pour savoir s'il y a un problème ou pas. Et là, on voit bien à travers cet exemple des algues et tout ce qui est production de coquillages au sens large, aujourd'hui c'est indispensable et surtout que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et d'avenir. Oui, l'équilibre est toujours fragile et vous pouvez aller aussi très près des bassins versants. Vous allez avoir une eau d'une qualité moyenne. Vous vous éloignez de 2 km, vous vous rendez compte que finalement ça se passe mieux pour l'élevage. Enfin, tout cet équilibre étudié notamment par l'Ifremer et cette qualité des eaux, c'est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à s'écarter du littoral parce qu'on voit bien que cette proximité du littoral nous pose quelques problèmes de qualité d'eau. Hein. Donc on remarque dès qu'on va à 2-3 km et sur des filières et c'est de nouvelles techniques. Alors il y a deux avantages, c'est que ça nous permet de nous développer en espace et donc en production et en même temps d'éviter les pathogènes. Parce que vos coquillages sont des sentinelles de la mer. Si la mer va mal, les coquillages... Exactement, c'est-à-dire que je dirais que notre profession, c'est les sentinelles de la mer, tout à fait. Merci beaucoup. Et un peu plus loin de nos côtes, au niveau des grands navires, les bateaux-usines qui pêchent au large, vous avez développé avec X-Blue une solution pour sélectionner le bon banc de poissons. Comment est-ce que fonctionne ce sonar ? Donc c'est un échographe, c'est un sonar qui émet des ondes acoustiques dans l'océan et qui va être capable d'imager en 3D et en temps réel l'ensemble des objets qui se trouvent sous le porteur. Donc par exemple des bancs de poissons, on va être capable de caractériser ces bancs, imager le fond, la dureté du fond et in fine fournir un certain nombre d'informations en temps réel au patron pêcheur pour lui permettre de prendre de meilleures décisions de capture et en particulier améliorer sa sélectivité. Il y a à peu près 30% aujourd'hui qui sont, selon les pêcheries, qui sont des captures non ciblées. Et l'enjeu, c'est vraiment de réduire cette pression environnementale-là qui est inutile et qui est du gaspillage quelque part. Et comment est-ce qu'on différencie un banc de maquereau d'un banc de cabillaud, d'un banc de... Alors, c'est pas simple. Il y a différents éléments. D'abord, l'individu lui-même ne va pas avoir la même réponse acoustique. Certains poissons ont des vessies natatoires, d'autres n'en ont pas, comme les maquereaux. Donc, on va être capable de détecter ça. Et puis également la forme du banc, la structure du banc. Par exemple, entre les sardines et les anchois, les bancs ont des formes différentes. Les anchois s'éclatent la nuit. Donc on peut, en fonction de l'analyse de la forme des bancs, déterminer, on ne détermine jamais à 100%, mais avoir une meilleure certitude sur quel type de poisson on est en train de pêcher. Et on parle de navires qui peuvent pêcher 1000 tonnes de poissons, donc c'est essentiel. Si on se trompe sur une capture, c'est très problématique. Alors oui, on parle de bateaux qui sont capables d'embarquer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tonnes de poissons. Un coup de filet, ça peut être 300-400 tonnes. Et donc si on ne pêche pas la bonne espèce, c'est un gâchis environnemental, hein. C'est une espèce qui ne va pas être commercialisée et qui n'a pas de valeur économique. Mais en plus, c'est une perte économique pour le patron pêcheur qui a passé du temps en mer et consommé du carburant pour une espèce qui ne va pas pouvoir commercialiser derrière. Et vous équipez à peu près 120 navires de ce système. 120 navires, ouais. Et vous avez un projet également dans l'aquaculture pour observer le stress des espèces. Ça va vous intéresser, Philippe Le Gall. Comment est-ce qu'on adapte vos systèmes à l'aquaculture ? Alors, l'enjeu est très différent dans l'aquaculture, mais on a un capteur qui est très performant. Enfin, on a mis plusieurs années pour le mettre au point. Donc l'idée avec un partenaire norvégien, Aquabio, c'est de développer une application pour le monitoring des fermes aquacoles en mer grâce à notre système. Il y a deux enjeux principalement. Le premier, c'est optimiser le nourrissage. C'est-à-dire si on nourrit trop une ferme, une cage, on crée de la pollution en dessous de celle-ci et qui peut avoir des conséquences environnementales graves. Et puis le second, c'est de réduire le stress des poissons. Il y a des opérations qui stressent beaucoup les poissons, notamment quand on les compte, on les transvase de cage, et donc l'idée c'est de plus avoir à faire cette opération là pour pouvoir les compter sans avoir à stresser le poisson et réduire aussi sa production. Merci. Cette observation des espèces, vous le faites aussi avec notamment une espèce qui a disparu ou quasiment disparu de nos côtes, qui est l'huître plate. Il en reste encore à Quiberon. Si oui, l'huître plate qui était l'huître originale de l'Europe. Emblématique, oui. Et qui existait auparavant. Effectivement, au fil des décennies, elle a disparu dû à des pathogènes. Donc depuis maintenant une vingtaine d'années, on s'emploie à la remettre en route. On essaye de créer des milieux, optimiser le milieu maritime pour qu'elle puisse le mieux se développer et ça marche.
C'est-à-dire qu'on a repris une production qui était de 500 tonnes et maintenant on arrive environ à 1500 à 2000 tonnes et on voudrait que ce soit une alternative. Et en quoi est-ce que c'est un défi, puisqu'elle était adaptée au milieu, puisqu'elle s'y est développée initialement, puis elle a disparu. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu qui fait qu'aujourd'hui ce n'est plus si simple? Ce qui change dans le milieu, c'est le milieu maritime. C'est-à-dire qu'on fait des études sur l'acidification et sur les différentes problématiques qui peuvent s'engager sur ces océans de manière à voir l'évolution, ou alors soit c'est dû au réchauffement, soit c'est dû à une évolution, mais en tout cas, on observe des changements dans ce milieu que l'on doit surveiller de près parce que les coquillages comme les coraux, c'est ce qui est de plus fragile, ce sont les premiers qui sont les premiers réactifs. Oui, donc ce qu'on se disait tout à l'heure en tout début d'émission sur l'observation et prendre le pouls de l'océan, ça a des conséquences très concrètes, en tout cas ces évolutions sur... Nous c'est très concret, ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a des modifications, ne serait-ce que sur le pH de l'eau, hein, mais des choses très très sensibles, on sait que certains coquillages ne peuvent plus se reproduire. Donc c'est fatal pour eux. Et donc les données apportées par les scientifiques vous apportent des réponses, et dans l'autre sens, de votre côté, les pêcheurs pourraient aussi apporter des réponses aux scientifiques, parce que toutes ces données que vous avez sur le stress des poissons, le comportement des bancs, est-ce que cette information qui vient des navires va revenir à la science aussi pour mieux connaître, parce qu'ils ont l'avantage d'être sur place, là où il n'y a pas forcément de navires océanographiques. Est-ce qu'il y a des travaux comme ça chez X-Blue pour faire un aller-retour de données? Alors tout à fait, c'est vraiment quelque chose qu'on pense très important, cette science participative, ce partenariat entre la pêche et les instituts de recherche. Alors, il y a déjà une dizaine d'instituts de recherche à travers le monde qui utilisent notre capteur. Et nous, on a pris le parti de développer un capteur qui soit, même lorsqu'il est installé sur des bâtiments de pêche, directement compatible des formats de données et des calibrations nécessaires pour l'exploitation scientifique de ces données. Parce qu'on pense que on a par exemple 200 jours par an, une dizaine de bateaux dans le golfe de Gascogne qui vont acquérir de la donnée en permanence. On sait, il y a plusieurs travaux de recherche qui démontrent que ces données-là ont un intérêt scientifique, et donc on croit beaucoup à la possibilité de fournir ces données comme des données d'opportunité qui vont pouvoir être ensuite exploitées par les instituts de recherche marine. Et est-ce qu'on peut se dire que tous ces systèmes sont aussi le fruit d'une réglementation? Il y a des quotas, donc on est obligé de mettre en place ce genre d'outils. Est-ce qu'on peut considérer que la réglementation est un très bon levier pour mettre en place de l'innovation et de la préservation? Et du coup, pour élargir à ce qui se passe aujourd'hui avec le One Ocean Summit, est-ce qu'on peut attendre des nouvelles réglementations pour aller encore plus loin dans le développement de technologies et la précision sur les captures? L'établissement d'un cadre de quotas, et puis également plus récemment les directives zéro rejet, la directive européenne sur les rejets, ça impose le développement de nouvelles technologies pour pouvoir permettre d'atteindre le seuil de rentabilité économique quand on est sous un modèle de quotas, et puis également pour pouvoir tout simplement respecter la réglementation zéro rejet. Parce qu'aujourd'hui, sans nouvelles technologies, les pêcheurs ont beaucoup de mal à aller au-delà de la sélectivité qu'ils arrivent déjà à atteindre, qui est de l'ordre de 50-70%, comme je le disais. Il faut fournir de nouvelles technologies, et ces nouvelles réglementations-là sont un moteur pour l'innovation et le développement technologique dans le domaine maritime en tout cas. Ce qu'on voit aussi pour la lutte contre les captures de cétacés, il y a beaucoup de recherches liées notamment à la réglementation. J'ai quelques questions à vous poser, qui nous arrivent de nos téléspectateurs. On nous demande par exemple qui définit les pratiques qui relèvent d'une exploitation responsable des ressources biologiques marines, où se trouve la limite entre responsable et irresponsable. Ça rejoint notre question des quotas. Qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui est irresponsable? Ce sont notamment, je pense, les chercheurs halieutiques qui vont pouvoir donner les informations, les instituts internationaux. Enfin, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question sur qui définit ce qui est responsable? En tout cas, je pense qu'il y a deux choses différentes qui sont importantes. Quand on parle de la pêche, c'est des poissons, c'est des quotas, c'est des choses qui sont réglementées. Lorsque l'on parle de production de coquillages, d'algues ou de ce genre de production, là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre où on n'a pas d'entrants, on n'a aucune pollution, on a zéro déchet, zéro rejet. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces productions halieutiques sont tout à fait responsables, éco-responsables, et dans justement ce que l'on recherche aujourd'hui dans les océans.
Merci. Sur les pratiques, qu'est-ce qui est responsable ou irresponsable? Alors, dans le domaine de la pêche, déjà, le cadre général, il est fixé par les quotas qui sont établis par les pouvoirs publics à la base, à l'aide de données scientifiques. Donc, vraiment, on est dans un bateau de pêche dans un pays sous quota ne pourra pas ramener à la criée plus de poissons que ce qu'il a le droit de pêcher. Maintenant, l'enjeu, c'est à l'intérieur de ce quota-là, comment on fait pour que l'impact environnemental et les pratiques soient les moins impactantes pour l'environnement. Donc, on a parlé de la sélectivité. Il y a aussi des travaux sur par exemple, pour tout ce qui est chalutage, sur les panneaux de chalut pour optimiser la trajectoire des panneaux de chalut, éviter qu'ils aient trop d'impact sur le fond. Il y a également des filets l'Ifremer travaille beaucoup sur des filets sélectifs. Donc voilà, les bonnes pratiques à la pêche, elles s'inscrivent dans un quota. Comment on fait pour réduire l'impact environnemental pour la capture de ce quota-là? Merci beaucoup. On pourrait encore échanger longtemps et je pense que vous allez discuter longtemps pendant ce One Ocean Summit sur ces questions.